Et avec nous pour le grand débat d'ALPL, Annick Cizel, bienvenue. Vous êtes enseignante, chercheuse, maître de conférences d'histoire et civilisation des États-Unis à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et vous êtes membre du conseil d'orientation de l'Institut Open Diplomatie. William Tay est également avec nous. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. président du think tank Le Millénaire. Richard Verly est également avec nous, correspondant pour le journal suisse Le Temps. Vous couvrez les élections américaines et là vous êtes en duplex avec nous depuis Philadelphie, je crois. Merci donc. Je précise aussi que vous venez quand même de recevoir le prix Jean Dumur 2020. C'est l'équivalent du prix Albert Londres en Suisse. Donc bravo à vous et merci encore d'être avec nous. Enfin, Jacques Sapir est également avec nous ce soir. Bienvenue. Vous êtes économiste et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous publiez le 26 novembre prochain Chronique stratégique des grandes questions de la stratégie au symbole. Merci à tous les quatre d'être avec nous pour le grand débat. Vu que les résultats sont très incertains, je voudrais d'abord qu'on parte sur une première analyse du travail des instituts de sondage. Quelle erreur, quel fiasco, non, Richard Verly? Est-ce que c'est pas l'une des grandes leçons à tirer d'abord de ce scrutin? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu fiasco de la part des instituts de sondage. Il y a eu aussi sans doute un échec de la stratégie de Joe Biden, notamment en Floride. La Floride, c'est l'État qui incarne le plus ce qui n'a pas marché dans la campagne de Biden, ce qui ne va pas dire qu'il ne va pas remporter le scrutin à la fin. Et les deux choses qui n'ont pas marché, d'une part, c'est que les retraités conservateurs centristes, effrayés par la pandémie, eh bien, n'ont pas tous autant voté pour lui. Ça, c'est le premier élément. Ils sont quand même restés fidèles à Trump dans un État comme la Floride. Et le deuxième élément, c'est que l'électorat latino n'a pas voté comme les démocrates le pensaient. Ils ont voté plutôt pour Trump pour des raisons économiques à court terme liées à l'emploi. Donc, il y a certes eu sans doute des erreurs dans les pronostics des instituts de sondage, mais il y a eu aussi, de la part de l'équipe Biden, une stratégie qui n'a pas conduit aux résultats escomptés. Jacques Sapir, c'est comme ça que vous voyez les choses? Finalement, de l'indulgence pour les instituts de sondage, et c'est peut-être du côté du camp démocrate qu'il faut aller regarder les explications à notre surprise à tous? Oui, globalement, oui. Alors, il faut savoir que de toutes les manières, le travail des sondeurs est toujours extrêmement délicat. Ça, c'est un premier point, et c'est vrai partout, dans tous les pays. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu des changements dans les intentions de vote, grosso modo, dans les derniers jours. Or, le problème des sondages, c'est qu'ils ne donnent qu'une photographie. Ils ne sont pas en réalité prédictifs. Donc ça, c'est un véritable problème. Après, quant à la stratégie du Parti démocrate, oui, bien sûr, elle a été défectueuse et on le voit par exemple par les gains qu'a réalisé Trump par rapport à l'élection de 2016 dans l'électorat, je dirais, d'origine latino-américaine, ça c'est extrêmement important, mais aussi, et ça on l'oublie, même dans l'électorat noir, alors bien sûr il reste toujours devancé par le candidat démocrate, mais il progresse aussi dans cet électorat. Bref, on est avec une situation qui, entre, je dirais, l'échec d'une partie de la stratégie des démocrates et les problèmes qui sont inhérents au sondage, de toutes les manières, eh bien, on est dans une situation qui, aujourd'hui, s'avère être beaucoup plus serrée et complètement imprévisible. Alors, il y a quand même deux instituts de sondage qui n'allaient pas dans le même sens que les autres. Rasmussen Reports et Trafalgar Group. Peu d'observateurs en ont tenu compte parce que ce sont des instituts pro-républicains, donc jugés pas très objectifs. Pourtant, ils avaient déjà annoncé la victoire de Trump en 2016. Cette fois, ils voyaient Trump au coude à coude et même avec un léger avantage face à Biden. Ça vous pose question quand même, ça, William Tay, ou pas? Nous, on a mené une étude sur les prévisions électorales en faisant une map. Et en fait, ce que nous, on voyait, on est parti sur une hypothèse, c'est que les sondages donnaient une avance à Joe Biden entre 8 et 12 points. Pour donner une idée aux téléspectateurs, c'est une meilleure avance que Barack Obama en 2008. C'est-à-dire que Joe Biden aurait été un meilleur candidat que Barack Obama aurait engendré plus d'enthousiasme. Donc à partir de cette hypothèse, on pouvait se dire légitimement que c'était pas possible. À partir de là, on a regardé État par État, ce que nous, on voyait État par État, en prenant en compte, parce que dans certains États, on était capable de savoir, à partir des votes par avance, qui avait voté démocrate et qui avait voté républicain. Et ce qu'on voyait, c'est que dans les premières semaines, au moment où Trump avait attrapé le Covid, c'est Joe Biden qui l'emportait. Et il y a depuis à peu près une dizaine de jours, on voyait que les écarts se resserraient dans tous les États, et ce qui nous permettait de dire qu'il était impossible d'avoir un résultat le soir même. Donc en fait, même en menant une étude politique, même sans être sondeur, depuis on était 5 à mener cette étude avec nos ordinateurs, on était capable de savoir les résultats à peu près aux États-Unis qu'il allait être serré. Ensuite, après déterminer un résultat précis, c'est compliqué parce que ce qu'il faut prendre en compte dans un sondage, c'est qu'il y a 3 points de marge d'erreur.
et un institut comme Trafalgar ou Rasmussen annonçait dans certains États plus 1 ou moins 1, donc ça rentrait dans la marge d'ordre, ce qu'on voit actuellement dans les États clés. Et ensuite, après, il y a un autre point, c'est que il y a seulement les instituts de sondage, mais il y a aussi les journalistes et ceux qui font des modèles à partir des sondages. Pour moi, ce sont plutôt eux qui se sont trompés en donnant trop d'importance aux sondages. Je prends un institut de référence comme 538 qui hiérarchisait les sondages, en fait. Ils donnaient des notes aux sondages, comme ceux du New York Times à A+, et ceux comme Trafalgar à C-. Et pour moi, c'est surtout eux qui ont faussé l'interprétation de l'analyse et qui ont conduit à mal voir que l'élection était très serrée. En tout cas, Annick Cizel, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a un électorat très solide de Donald Trump qui n'a peut-être pas été perçu par les sondages ou peut-être qui a eu honte de dire qu'il allait voter Trump. Il y a une espèce de, alors pas majorité silencieuse, mais en tout cas 2016 n'a pas été un accident, quoi. Alors 2016 n'est absolument pas un accident. Il était évident de toute façon, quel que soit le résultat des élections, qu'on ne connaît toujours pas à l'heure où nous parlons, que le Trumpisme va survivre à Donald Trump. Qu'il soit réélu ou qu'il ne le soit pas, le Parti républicain est impacté. Le Parti républicain a changé ses lignes de base, n'a même pas republié de programme électoral cette année, c'est-à-dire a vraiment construit cette élection sur les 4 ans de Donald Trump, et donc de ce hold-up du Parti républicain qui a tellement bien fonctionné. Et avec des réélections aussi, où là les sondages également sont sortis des rails, c'est-à-dire qu'on voit Mitch McConnell réélu, on voit Lindsey Graham réélu sans aucun problème, alors qu'on annonçait là aussi au niveau des grands classiques du Parti républicain, du Sénat notamment, on annonçait des difficultés, une réélection peut-être sur le fil, pas du tout. Ce qui laisse penser que la lecture d'ensemble du panorama politique aux États-Unis aujourd'hui, elle est sortie des rails, et j'ai vraiment l'impression, je me suis fait la réflexion toute la journée, qu'on continue d'utiliser des grilles d'analyse d'avant, et que les grilles d'analyse ne sont pas adaptées parce qu'on continue psychologiquement, je crois, à résister à cette analyse de fond que oui, le Trumpisme va durer, ça n'est pas un épiphénomène, et cette transformation de l'électorat américain n'entre pas encore dans les grilles de lecture en tout cas d'une majorité d'analystes. Ni des médias, ni des instituts de sondage. Ni des médias, ni des instituts de sondage. Alors ce scrutin est serré, la vague bleue n'a pas déferlé sur les États-Unis, ce qui suffit en tout cas à Donald Trump pour dire de son côté que lui, il a gagné, et même pour parler de risque de fraude, de menacer de saisir la Cour suprême. Ce soir, il parle de l'apparition de bulletins surprises dans la nuit. L'élection présidentielle américaine va-t-elle se transformer en une longue bataille juridique? Je vais vous poser la question dans un instant. On va d'abord réécouter les mots de Donald Trump. C'est une fraude envers le public américain. C'est une honte pour notre pays. Nous nous préparions à gagner cette élection. Honnêtement, nous avons gagné cette élection. Nous irons donc à la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tous les votes cessent. Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin et les ajoutent à la liste. Richard Verly, est-ce qu'on n'est pas dans le pire des scénarios de la démocratie américaine ? Certainement, et ici, en Pennsylvanie, on est un peu dans le pire des États, c'est-à-dire c'est l'État qui est dans le collimateur, c'est d'ailleurs l'État qui va être soumis à la Cour suprême, parce qu'il y a ici un problème particulier qui est celui des votes par correspondance. Vous savez qu'il y avait 2 types de votes, je dirais, en plus du vote traditionnel dans les bureaux le jour du scrutin. C'était d'une part les votes anticipés, qui ont donc été déposés dans des bureaux de vote par des électeurs eux-mêmes les jours précédant le scrutin, et les votes par correspondance. Or, ces votes par correspondance, figurez-vous qu'en Pennsylvanie, l'État où je me trouve, il était encore possible de les poster, de mettre l'enveloppe dans la boîte le jour du scrutin, c'est-à-dire hier, le cachet de la poste faisant foi. Donc ce sont des bulletins qui naturellement vont encore arriver. On parle de très peu de bulletins à l'échelle de l'État, c'est environ quelques milliers sur près de 7 millions d'électeurs, mais bien évidemment, si le camp républicain arrive à prouver que ces voix-là ne sont pas acceptables, l'objectif c'est de paralyser l'ensemble du décompte, alors que pourtant l'État de Pennsylvanie vient de faire savoir que les opérations électorales se sont très bien passées. On comprend bien la manœuvre. Il s'agit, et d'ailleurs Donald Trump l'a dit lui-même, d'arrêter l'horloge en pleine nuit
au moment où il avait remporté un certain nombre d'États clés, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Si on n'arrive pas à arrêter l'horloge, eh bien, il devra s'en tenir aux résultats qui tombent maintenant, à savoir qu'il semble avoir perdu le Michigan, qu'il semble avoir perdu le Wisconsin. Pour l'instant, il est toujours en tête en Pennsylvanie, mais le million de votes par correspondance qui reste à dépouiller paraît plutôt favorable à Joe Biden. Il avait préparé le terrain, Jacques Sapir, Donald Trump. Il avait déjà parlé de fraude. Ça faisait plusieurs mois qu'il parlait de fraude. Finalement, on n'est pas vraiment surpris par la tactique qu'il est en train d'employer là. Non, on n'est pas surpris. Maintenant, il faut quand même rappeler qu'en France, depuis 1975, le vote par correspondance est interdit. Et il est interdit justement à cause du risque de fraude. Donc, il faut savoir que, quelle que soit la tactique utilisée par Donald Trump, il y a un problème réel de ce côté-là. Il y a aussi un problème réel dans l'organisation des décomptes. Et on voit bien que la structure fédérale des États-Unis, qui fait leur force, il faut le reconnaître, peut aussi contribuer à leur faiblesse parce qu'on a des pratiques qui sont différentes d'un État à l'autre, et évidemment, ça risque de donner lieu à toute une série de contestations juridiques, des contestations juridiques qui seront d'abord portées devant la Cour suprême de l'État, et qui seront après portées devant la Cour suprême fédérale. Donc voilà, on est parti aujourd'hui, je le crains, vers une contestation juridique, et ce ne seront pas les urnes qui donneront un résultat clair, mais ce sera le résultat d'un vote des juges. Alors, pour qui penchera la Cour suprême si elle est bien saisie? Sur le papier, pour Donald Trump, si on regarde la composition de cette institution. Mais c'est pas si évident, nous dit Anne Désine, qui est une juriste spécialiste des États-Unis. Dans le JDD, elle nous dit « Si la juge Barrett devait voter dans un sens qui favorise le président en place, ça porterait un coup fatal à la légitimité de la Cour et pourrait justifier des mesures de rétorsion telles qu'une loi créant d'autres postes de juges. » Annick Cizel, vous êtes d'accord? Ce ne serait pas si évident que cela, si toutefois la Cour suprême devait se prononcer, elle ne serait pas forcément en faveur de Trump pour préserver sa crédibilité? C'est tout l'inconnu auquel doit faire face un président des États-Unis quand il nomme un juge, j'allais presque dire de base, qui devient juge de la Cour suprême fédérale des États-Unis. Un exemple historique qui me vient à l'esprit, c'est la déségrégation des écoles en 1954 aux États-Unis, à la suite d'une nomination par le président Eisenhower, d'une nomination donc de quelqu'un d'aussi conservateur que lui, républicain, conservateur, qui n'était pas du tout mandaté pour entamer la déségrégation raciale aux États-Unis. Sauf que c'est précisément ce que ce juge va faire une fois qu'il est investi du poids de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Donc, il est difficile de prévoir l'alignement politique, si je peux l'appeler comme ça, d'un juge qui, effectivement, endosse le poids des responsabilités constitutionnelles du pays. Puisque, je le rappelle, aux États-Unis, la Cour suprême a aussi cette fonction qu'a notre Conseil constitutionnel. Elle est garante de la Constitution, et l'interprétation de cette Constitution de 1787 est un travail de tous les jours des juges de la Cour suprême. Donc, on a eu des surprises. Après, il est vrai que le décompte des 9 juges actuellement est très en faveur du président Trump, qui a eu cette chance, qui a poussé sa chance politique d'ailleurs jusqu'au bout, ce que le Parti républicain n'avait pas laissé faire à Barack Obama en 2016, pour obtenir une telle majorité à la Cour suprême. Mais Joe Biden l'a d'ores et déjà dit, qu'il n'hésiterait pas, s'il gagne les élections et qu'il ait une majorité suffisante au Congrès, à légiférer pour réformer la Cour suprême et effectivement tenter d'élargir le pool des 9 juges suprêmes, d'autant plus que l'âge de nomination, ce sont des juges qui sont nommés à vie, sauf choix de démissionner, et que les choix de Donald Trump étant très jeunes, il est clair que cette Cour suprême est verrouillée politiquement, entre guillemets, pour des décennies à venir. Et ça fait quand même 2 élections qui posent question, au point qu'on est en train de se demander s'il ne faudrait pas des réformes institutionnelles aux États-Unis, quand on voit ce cafouillage post-électoral. Alors il y a 2 points. Sur la question du système électoral, le système électoral profite plutôt aux démocrates, étonnamment plutôt qu'aux républicains, parce qu'en fait ils sont quasiment certains, quoi qu'il arrive, d'avoir un stock minimum de 212 voix sur 270. Ce sont des États comme la Californie, New York, où ils peuvent vraisemblablement pas perdre à moins d'un véritable désastre électoral. Et je pense qu'on pourrait se diriger, mais ça romprait avec la Constitution et l'esprit de la Révolution américaine qui s'est construite autour des 13 colonies et du poids justement des États fédérés, conférant à l'État fédéral un pouvoir supérieur. Donc
Évidemment, ils peuvent mener une réforme, mais je ne vois pas comment ils le feraient s'ils ne veulent pas mettre de rupture avec la Constitution de 1787. Ensuite, le deuxième point sur la question des juges. Étonnamment, quand on regarde l'analyse des votes de chacun des juges, les juges démocrates qui sont nommés par des démocrates respectent souvent la ligne du Parti démocrate. D'accord. Par contre, les juges républicains, ils ont tendance à un peu à trahir leur camp. On l'a vu dernièrement sur la question de la Cour suprême qui s'est exprimée il y a une semaine sur la question de la Pennsylvanie. Ils ont refusé la requête du Parti républicain de Donald Trump, notamment à interdire les votes après l'élection. Parce qu'actuellement, en Pennsylvanie, on peut avoir des votes, comme vous l'avez souligné, des votes après l'élection. Ils ont également refusé la requête du Parti républicain concernant l'annulation de vote dans le Texas. Et c'est le Chief Justice qui a changé de camp et qui est passé du côté démocrate pour voter contre son camp, entre guillemets. Donc on n'est pas sûr et certain, même si l'élection va au niveau de la justice, que la Cour suprême choisisse Donald Trump. Et puis il faut des véritables motifs électoraux pour annuler l'élection. Quand on regarde les États, actuellement, il y a l'État de Pennsylvanie qui est en doute, il y a l'État de Michigan qui est au doute, celui du Wisconsin, éventuellement celui du Nevada, de Caroline du Nord et de Géorgie. Alors qu'en 2000, il n'y avait qu'un seul État qui était en doute. Là, on a potentiellement une Cour suprême qui va s'exprimer non pas sur l'élection, mais sur cette élection. Et personne n'est capable de prédire quelles sont les conséquences de jugement sur cette élection. Alors, depuis quelques jours, vous l'avez peut-être remarqué, les mots de guerre civile reviennent régulièrement dans la bouche de quelques observateurs. Ce risque est pointé parce que on a une population très divisée. Ça fait d'ailleurs la une de plusieurs journaux. Alors ici, en France, en une du Monde, les États-Unis se déchirent et le Washington Post qui a titré « Une nation divisée ». Alors, est-ce qu'il y a réellement un risque de guerre civile? Avant de vous poser la question, je voudrais qu'on écoute Didier Combaud, qui est chercheur associé à l'Institut des Amériques. Dans une interview à la radio-télévision suisse, le politologue dit en tout cas s'inquiéter de la prolifération de milices dans le pays. Écoutez. Cette inquiétude, elle est aussi liée au Covid. Il ne faut pas oublier qu'on a une menace, et chaque fois qu'il y a une menace, les Américains vont avoir tendance à s'armer. On l'avait vu avec le bug de l'an 2000, par exemple. Ce bug informatique qui devait créer le chaos, les gens s'étaient armés aussi à ce moment-là. Donc il y a la Covid, et puis il y a peut-être aussi effectivement les élections. On est dans une société de plus en plus polarisée. Il y a de plus en plus de détestation épidermique d'un côté et de l'autre. Et donc, voir ces groupes armés qui apparaissent, c'est effectivement un risque d'incident. Richard Verly, vous êtes aux États-Unis. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que vous sentez une atmosphère particulièrement crispée, tendue, au point de parler de guerre civile ou en tout cas d'incidents majeurs ? Alors c'est très paradoxal parce que dans la ville de Philadelphie, qui encore une fois est au cœur du débat électoral dont on parle, compte tenu du poids de la Pennsylvanie qui pèse quand même 20 délégués et des délégués qui sont indispensables, en tout cas à Donald Trump pour l'emporter. Ici à Philadelphie, comme à New York, comme à Washington, les grandes artères commerçantes, les banques se sont barricadées, vous avez des palissades de bois partout, les supermarchés restent ouverts mais encore une fois derrière d'énormes planches de contreplaqué. Par contre ce matin, au lendemain des élections, l'ambiance était plutôt calme. Au fond, tout le monde attend l'étincelle qui pourrait tout faire embraser. L'étincelle pourrait notamment venir des partisans pro-Trump qui décideraient de manifester leur victoire. Vous savez, ici à Philadelphie, il y a une statue symbolique, c'est la statue de Rocky, le héros de cinéma joué par Sylvester Stallone. Eh bien, les républicains se reconnaissent dans ce personnage qui a combattu jusqu'au bout. Et j'entendais dire encore hier que peut-être on verrait arriver non pas des milices, mais en tout cas des partisans de Trump assez costauds se présenter et essayer de défiler dans la ville, ce qui évidemment par ricochet pourrait provoquer des manifestations, en particulier de la communauté noire dans une autre partie de la ville. Donc voilà, la question aujourd'hui c'est de savoir qui va embraser ce climat tendu, mais au moment où je vous parle, ça reste calme. J'étais dans la rue tout à l'heure et il n'y avait aucun incident à signaler. Jacques Sapir, ce qui angoisse aussi, vu de France, c'est qu'on sait que les Américains sont surarmés. Ils ont l'autorisation, ils ont le droit d'avoir des armes. Donc c'est vrai que, alors le mot de guerre civile est peut-être un peu fort, je ne sais pas d'ailleurs, dites-le moi peut-être. Bon, effectivement, c'est le deuxième amendement, le fait que le fait de détenir des armes est un droit légal aux États-Unis. Après, je crois qu'il faut avoir en tête deux choses. Tout d'abord, des milices, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Moi, je me rappelle quand j'allais aux États-Unis très fréquemment au début des années 90, j'ai rencontré des miliciens. C'est un phénomène qui est en fait assez ancien. Deuxième chose, et là, effectivement, vous l'avez dit dans cette émission, c'est qu'il y a une montée des antagonismes, qu'aujourd'hui,
les républicains et les démocrates se parlent relativement peu. Le noyau pro-Trump est un noyau qui est extrêmement mobilisé, extrêmement actif. Alors bien sûr, c'est une minorité, mais c'est quand même une grosse minorité, il ne faut pas l'oublier. Et par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été effrayés cet été par les excès des manifestations, des mouvements du style Black Lives Matter, etc. Donc tout ceci, effectivement, crée une situation qui n'est pas une situation pré-guerre civile. Bon, c'est un vieux fantasme aux États-Unis parce qu'ils en ont eu une, hein, il faut jamais l'oublier. Ils ont eu effectivement une guerre civile, la guerre de sécession, mais ça reste quelque chose qui relève globalement du fantasme. Par contre, on peut craindre effectivement qu'il y ait toute une série d'incidents et que ces incidents se passent plutôt dans les États qui ont justement cette tradition milicienne, le Texas, des États de ce genre. Donc effectivement, on peut craindre des incidents, mais pas des incidents au point, je dirais, de mettre en cause la stabilité politique du pays. Annick Cizet, vous êtes d'accord avec ça? Et quel risque si Trump allume aussi cette mèche? On parlait d'un possible embrasement, ça peut être Trump qui l'allume. Je crois qu'il l'a déjà allumé. C'est-à-dire, je crois que sa posture a été insurrectionnelle en interrompant, en tentant en tout cas, en faisant une conférence de presse dans laquelle il proclame que lui, président des États-Unis, dans ses fonctions présidentielles, demande que l'on interrompe le décompte des voix, demande de saisir la Cour suprême immédiatement alors que le décompte des voix est toujours en cours. Et d'ailleurs, il est très symbolique de voir que l'ensemble des médias américains ont évidemment diffusé la conférence de presse du président, puis ont repris le décompte des voix et le direct avec les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'ensemble, le quatrième pouvoir, comme on le surnomme, de la Constitution qui n'est pas dans la Constitution des États-Unis, mais qui s'est arrogé ce droit du Watergate, etc., a dit non, nous continuons le processus électoral, nous protégeons la démocratie. Mais vous dites que Trump chercherait même à allumer cette mèche ou pas? Est-ce qu'il est en train de jouer avec... C'est pas moi qui le dis, c'est Chris Wallace, c'est-à-dire son meilleur journaliste à Fox News, qui l'a accusé de craquer l'allumette, c'est-à-dire demander l'interruption du processus électoral sans fraude prouvée. C'est-à-dire qu'au moment où le président s'exprime, le décompte des voix n'est évidemment pas terminé, il est en cours, il s'exprime tard dans la nuit, heure américaine, alors que le décompte va reprendre le lendemain matin. Il s'exprime sans aucune base juridique qui l'amène, en tout cas au moment où il s'exprime. Et c'est un discours performatif, comme on dirait, où il tente d'interrompre donc le processus démocratique électoral des États-Unis. C'est une posture, en tout cas politique, insurrectionnelle. Ça, c'est une première. Après que des milices, effectivement, patrouillent les rues ou que des manifestations puissent se rencontrer, il y en a eu beaucoup, malheureusement, et beaucoup de morts durant ces 4 années de Donald Trump. Et avant, c'est malheureusement presque, j'allais dire, une tradition aux États-Unis, hélas. D'où l'appel à la patience. Le mot patience chez Joe Biden était tout sauf un hasard. Il appelait Black Lives Matter. Il y a eu des manifestations, la presse britannique notamment a montré ces manifestations de Black Lives Matter la nuit dernière, je ne sais plus trop sur quel fuseau horaire nous sommes, mais qui étaient totalement pacifiques. Et quand Biden appelle à la patience, c'est cela qu'il essaye de déminer. On a 2 postures très attendu, très prévisible, à la fois du président Trump, pas forcément de son administration. Son vice-président Mike Pence a vite pris le micro derrière pour remettre les choses sur les rails raisonnables d'un parti politique de gouvernement. William Tay. Les deux, en fait, ont joué un rôle. Quand Biden s'est exprimé en premier pour dire que vraisemblablement il allait gagner, en fait, il a attisé. Moi, ça me fait penser à une affaire qui est arrivée en France, c'est l'affaire Copé-Fillon, pour la prise du parti à l'époque de l'UMP en 2012. On a 2 personnes qui se prétendent légitimes, et c'est à peu près normal, parce que tout se joue dans chacun des États à moins de 10 000 voix. Donc chacun a des comptes qui sont plutôt favorables, donc chacun estime avoir gagné, donc chacun estime évidemment que l'autre a triché. Il est vraisemblable qu'en fait ce sont les 2 qui ont triché, en fait, dans les 2 camps, et en fait on va avoir 2 camps qui s'opposent. Mais pour ça, en fait, c'est parce qu'en fait on a aussi 2 Amériques qui s'opposent. Ce sont les 2 champions de coalition
d'Amérique. On a Biden qui à peu près reprend la coalition de Barack Obama et d'Hillary Clinton, avec une gauche plus ou moins éparpillée et très variable. Et de l'autre côté, on a un Donald Trump qui, nous, on l'a écrit dans notre rapport La Révolution Trump. Et le champion, en fait, c'est le porte-parole. C'est à la fois le président des États-Unis, mais c'est aussi, il est vu comme l'opposant à l'establishment médiatique, politique et administratif. Et pour ça, il est obligé, en fait, s'il veut garder ses électeurs, de tenir. Il est obligé de garder cette posture. Et Joe Biden, avec la pression de Bernie Sanders et de sa gauche, est obligé de tenir cette posture aussi. Donc on arrive sur un affrontement qui est inévitable. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les quatre de nous avoir aidés à y voir un petit peu plus clair dans ce scrutin décidément extrêmement complexe. Merci d'avoir participé au débat d'ALPL. Fin de cette émission, on se retrouve demain à 18h et à 22h30. En attendant, bonjour chez vous. Demain, 7h30, Oriane Mancini recevra Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.